S'il faut que je surveille, du coup, si tu as des nouveaux arrivants. Hop, donc bonjour à tous. On va commencer alors attendez, je mets en plein écran, voilà. On va commencer ce webinaire qu'on vous a préparé avec Sarah, que vous voyez aussi sur votre écran, donc sur les couverts végétaux en conditions méditerranéennes, qui est le fruit de résultats de différents projets qu'on va vous présenter. Donc je rappelle juste les consignes pour que ça se déroule à peu près comme il faut. Donc, j'ai coupé vos micros pour pas qu'il y ait de bruit, d'interférence, etc. Parce que dès qu'on est un peu nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'interférences et on ne s'entend pas bien les uns les autres. Et après, bien sûr, on va réactiver les micros quand on sera dans une phase plutôt de discussion. Et en attendant, ce qu'on vous propose de faire, c'est de poser vos questions dans le chat. Vous avez un chat qui est dédié à ça. Et puis, on va les prendre au fur et à mesure. Vous pouvez les poser au fil de l'eau, j'allais dire. Et puis, donc, si c'est des questions de compréhension, ou des questions un peu plus précises. Et puis, on va les prendre au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on pourra avoir aussi quand même une discussion où on va rouvrir les micros. Là. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais juste surveiller de temps en temps s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent parce que j'ai la main dessus. L'objectif de ce soir, c'était de faire un petit point rapide et d'actualité sur les semis des couverts végétaux parce que pour ceux que ça intéresse, ça va arriver assez rapidement, en fait. Et donc avec des données, des résultats sur évidemment dans nos conditions, en conditions méditerranéennes. Donc on a appelé ça choisir et s'organiser pour les semis d'été et d'automne. Donc c'est une collaboration Agribio 04 que je représente et avec la Chambre d'agriculture que représente ça. Comment je passe les diapos, moi? Ah, voilà. Donc simplement pour vous dire grâce à qui nous faisons ça. Donc c'est deux projets en fait. C'est un projet financé par l'Europe qui s'appelle Couverts végétaux sans herbicides dans les filières PAM et grandes cultures en conditions méditerranéennes, qu'on mène avec beaucoup de partenaires, dont la Chambre d'agriculture, Arvalis, le CRIEPAM pour la partie plantes aromatiques, les lycées agricoles, l'INRA, l'ISARA, l'ITAB, dont l'objectif était d'acquérir des références justement sur comment se comportent les couverts végétaux dans nos conditions sud-est bien particulières et qu'est-ce qu'on peut en attendre comme service et comment on arrive à réguler ces couverts végétaux ou à les détruire sans utiliser d'herbicides, donc de manière plutôt mécanique ou climatique. Donc ça, c'est un projet financé par l'Europe. Et ensuite, on a un deuxième projet, mais que Sarah va présenter, donc plutôt financé par le conseil départemental. Sarah, si tu veux en dire un mot. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, parce qu'on utilise le même ordinateur, donc j'espère que c'est bon. En fait, c'est des programmes qui sont renouvelés plus ou moins tous les ans, qui sont cofinancés par le conseil départemental et par le programme régional de développement agricole. Et en fait, l'idée là, c'était de travailler vraiment sur améliorer les intercultures pour en tirer les meilleurs bénéfices chez les melonniers, principalement. En fait, c'est des personnes qui, en général, sont dans une rotation avec céréales et après qui font des intercultures longues jusqu'au printemps pour après planter des melons. Mais en fait, j'ai mis melonnier, mais ça peut être souvent des courges ou tournesol, tout ça. Et en fait, l'idée, c'était que jusqu'à présent, ils faisaient des couverts végétaux un peu par obligation. Et là, on voudrait vraiment qu'ils tirent parti de ces couverts végétaux. Donc, voilà, qu'ils en voient vraiment les bénéfices agronomiques. Merci Sarah. C'est bon, j'ai accepté des nouveaux participants qui nous ont rejoints. Alors, le programme de l'heure à venir, on s'est donné une heure. On ne sait pas si on va tenir le timing, mais après, c'est vous qui faites le timing, j'ai envie de dire. On va parler du choix des couverts végétaux. Quels couverts végétaux on peut choisir en conditions provençales selon les objectifs, parce qu'il y a différents objectifs à mettre en place des couverts végétaux. On va parler des dates, des densités, des modes de semis. On va parler des bénéfices attendus de ces couverts végétaux et on va parler aussi pratique, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut s'approvisionner en couverts végétaux. Et puis après, on vous laissera la parole aussi pour une partie plutôt partage d'expérience, pour réagir sur ce qu'on a dit, amender, contredire. Il n'y a pas de... On n'est pas la Bible,
Donc, voilà. Alors, pour commencer, les couverts, pourquoi faire? Alors, au-delà de la rime, les objectifs des couverts végétaux, donc, ils sont multiples, en fait, et je vais laisser Sarah vous les présenter. Du coup, j'essaie de regarder quand même les gens. Donc, du coup, le couvert végétal, pourquoi faire? Dans un premier temps, c'est pour limiter l'érosion des sols, parce que c'est vrai que, comme on voit à travers la photo, dès que les sols nus, il y a des sols nus rapidement et qu'il pleut un peu beaucoup pendant l'automne, comme il s'est passé cet automne, et rapidement, on a des problèmes d'érosion. Après, ça permet aussi donc non seulement de tenir les sols, mais aussi d'éviter des lessivages. C'est-à-dire que si il reste un peu d'azote dans vos sols suite à votre céréale ou d'autres éléments, si vous mettez un couvert végétal, ça va permettre de capter tous ces éléments et de ne pas les perdre. Après, si vous détruisez les couverts végétaux, ça permet aussi d'enrichir en matière organique, mais également en azote et en tous ces éléments que les couverts auront captés pendant l'hiver. Si vous détruisez au mois de février ou mars, tous ces éléments vont être disponibles après pour la culture suivante, ou alors ça fera de la matière organique pour les années à venir, quoi. Ça permet aussi d'avoir une continuité toujours en permanence un couvert végétal sur son sol. Et donc, du coup, c'est vraiment bénéfique pour la vie microbienne du sol. Et on voulait rappeler que la vie microbienne, c'est elle qui dégrade votre humus, votre matière organique en éléments minéraux qui sont les éléments qui sont captables par les plantes. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir cette couverture permanente pour éviter que cette vie microbienne, elle ait un moment des grosses fins, des grosses fins, quoi. Et ça permet aussi tout ce qui est gestion des adventices, c'est-à-dire que quand on a un couvert végétal, il y a les autres espèces en fait ont tendance à ne pas lever. Voilà. Voilà, pour cette mise en bouche. Donc, vous voyez de multiples effets des couverts végétaux et de multiples objectifs. Après, c'est à chacun, dans les gens qui mettent en place des couverts végétaux, en fait, c'est à chacun chacun a des objectifs aussi différents en fonction de son système, en fonction de ses contraintes, en fonction de ses attentes, etc. Juste quand même parler de l'érosion, parce que c'est un phénomène qui nous concerne de plus en plus en Provence, avec les gros épisodes de pluie méditerranéenne qu'on a en hiver, là, enfin, à partir du mois d'octobre, on va dire, à partir de mi-octobre. Alors, cette année, c'était particulièrement fort, mais quand on regarde les évolutions fréquentielles des climats, c'est des choses qui, depuis en gros la fin des années 80, sont de plus en plus fréquentes. Donc voilà, c'est pour essayer d'éviter ça, parce que quand on a ça, c'est de la terre fertile qui s'en va, donc c'est notre capital de production qui s'en va. Des données intéressantes, locales et puis un peu plus nationales. Ça, c'est chez un producteur là, qui est dans la salle, là, plutôt derrière le micro, qui se reconnaîtra. C'est un couvert végétal qui a été implanté à Fort-Calquier, donc c'est une photo de cette année. Alors, vous avez un mélange de couverts annuels et puis de luzerne, avec des repousses de luzerne, mais vous voyez que la densité du couvert végétal n'est pas très importante. On est sur 0,7 tonnes de matière sèche à l'hectare, mais c'est sur un sol sableux, donc fragile, sensible à l'érosion, bien en pente. Donc là, c'est vrai que la photo est un peu trompeur, parce qu'on a l'impression que c'est plat, mais c'est un terrain bien en pente. Ça continue sur la gauche. Et donc, ce 0,7 tonnes de matière sèche à l'hectare, ça a largement suffi pour pas qu'il y ait d'érosion avec les grosses pluies qu'on a eues le 1er décembre et le 19 décembre, où on a eu 100 mm de pluie dans la journée. Donc, il vous suffit pas forcément une grosse biomasse si vous voulez lutter contre l'érosion. Et ça confirme ce qu'il y a à droite, là, qui sont des recherches de l'INRA de Toulouse, où vous avez en fait la quantité de résidus que vous avez sur le sol. Donc, ça peut être des résidus, ça peut être de la matière vivante, donc ça peut être des couverts végétaux, des plantes. Donc, en tonnes par hectare, le ruissellement en pourcentage des précipitations, donc là, qui a été mesuré, et l'érosion. Donc, vous voyez très bien ici, vous voyez ma souris? Oui. Vous voyez très bien ici que quand vous n'avez pas du tout de résidus ou pas du tout de couvert végétal, vous avez une érosion qui est considérable, qui se compte en supérieure à 10 tonnes hectares.
Donc, c'est des compilations d'analyses hein, qui ont été faites. Et qu'il suffit d'être entre 0,5 et 1 tonne de matière sèche à l'hectare pour réduire significativement l'érosion. Et après, évidemment, plus on en a, plus on réduit l'érosion. Mais il ne suffit pas de gros niveaux de développement de vos couverts végétaux pour lutter contre l'érosion. Voilà. Donc ça, c'est juste dit en passant parce que c'est des choses qui nous concernent beaucoup avec notre climat. Non, là, je ne connais pas les… Là, c'est vraiment, on est sur des indicateurs de résultats. Ah, les quantités de semis de ça, non, mais l'agriculteur pourra répondre, on vous le dira. Enfin, je ne les ai pas en tête. Il y avait du radis un petit peu, il y avait de la vèche, je crois, et de l'avoine. On vous les redonnera les quantités de semis. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, c'est une fois ces constatations passées que vous connaissez déjà, qu'est-ce qu'on choisit en conditions méditerranéennes hein? On a un climat particulier, donc des grands couverts très hauts comme on voit dans les livres, on n'arrive pas forcément à les faire en conditions méditerranéennes, ce n'est pas forcément l'objectif d'ailleurs. Et du coup, il y a vraiment à réfléchir, comme partout d'ailleurs en France, bien réfléchir sur le choix des espèces qu'on va implanter en tant que couverts végétaux pour que ça nous apporte des services. Bon, globalement, vous avez plusieurs familles de plantes que vous pouvez mettre dans des couverts végétaux. Vous avez des graminées, hein, vous avez des exemples ici, l'avoine, le seigle, le moa, l'avoine de printemps. L'avantage des graminées en couverts végétaux, c'est que ça va couvrir relativement rapidement le sol, puisque ça passe par une phase de talage, hein, comme une céréale classique. Ça a un système radiculaire fasciculé, donc ça va bien affiner la terre en superficie, là, sur les 15-20 premiers centimètres. Donc c'est intéressant pour ça. C'est plutôt riche en carbone, donc ça peut mettre un peu de temps à se décomposer, ça on y reviendra peut-être après. Et puis, par contre, c'est la graminée dans des rotations céréalières, c'est une culture qu'on voit déjà souvent. Donc, ça ne diversifie pas forcément les espèces qui vont être présentes dans notre rotation. Deuxième famille qu'on peut avoir, c'est les crucifères. Donc là, c'est les moutardes. Donc, vous avez plein de types de moutardes. Vous avez la moutarde blanche, vous avez la moutarde d'Abyssinie, dont Sarah va vous parler tout à l'heure. Vous avez les radis. Vous avez le radis fourragé qui est ici. Vous avez le radis chinois qui est ici. On rentrera dans le détail des différents types de radis après. Vous avez la navette. Le gros avantage, il y a deux gros avantages aux crucifères. D'une, c'est des excellentes pompes à nitrate. Donc, ça va vous récupérer les reliquats quand il y en a, les reliquats d'azote que vous avez dans le sol. Et de deux, ça fait des stades rosettes, comme un colza en fait, si vous voulez. Donc, ça couvre rapidement le sol. C'est en termes de couverture du sol et de couverture rapide du sol, les crucifères sont des choses assez intéressantes. Et puis après, vous avez évidemment les légumineuses. Donc, vous avez des févroles, on va revenir un petit peu sur les févroles. Vous avez des vesses, vous avez des trèfles, vous avez des pois fourragés. Le principal intérêt des légumineuses, évidemment, c'est qu'elles vont pouvoir vous enrichir votre système en azote via la fixation symbiotique. Donc ça, c'est très intéressant pour les systèmes, dans des systèmes où on veut ramener de l'azote naturel, entre guillemets. Voilà, ça va être intéressant pour des systèmes bio, pour des systèmes limitants en azote. Si on fait la compilation de tout ça, donc ça reprend ce que j'ai déjà dit, hein, donc les graminées, qualité structurante du sol, c'est des choses qui produisent de la biomasse, ça couvre assez rapidement les sols. Par contre, on en retrouve souvent déjà dans les rotations céréalières. Les crucifères qui s'implantent rapides, qui sont pièges à nitrate et qui souvent, quand les conditions sont là, c'est-à-dire qu'il y a de l'azote dans le sol, produisent de la biomasse. Attention aux déceptions qu'il peut y avoir en crucifères, parce que des fois, quand vous avez… alors, ça va arriver plus en bio, où on a des systèmes qui sont carencés en azote. Quand vous n'avez pas beaucoup d'azote au moment où vous implantez votre couvert végétaux, vous allez avoir des radis ou des moutardes qui ne vont pas très bien fonctionner, qui vont avoir des biomasses assez décevantes. Donc, il faut vraiment… voilà, ça marche quand on a de l'azote à piéger. Donc, ça va très bien marcher dans beaucoup de productions conventionnelles où on a des reliquats d'azote un peu importants. En bio, ça va marcher quand on est derrière des légumineuses, quand on a des reliquats d'azote ou quand on est dans des systèmes aussi polyculture élevage ou à fertilisation un peu plus intensive. Ah, évidemment, attention aux rotations avec colza, puisque le colza est déjà une crucifère. Les légumineuses, donc l'implantation des légumineuses est un peu lente, donc ça, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que ça ne va pas être couvrant dès le départ.
Et donc, on va voir que si avec votre couvert végétal, vous voulez gagner la bataille contre les mauvaises herbes, il faut que le couvert végétal s'implante vite dès le départ. Donc, bon, implantation lente. Par contre, ça nous amène de l'azote dans le système. Évidemment, si vous avez des rotations déjà avec beaucoup de légumineuses dans le système, il faut être méfiant sur la légumineuse. Et puis après, vous avez d'autres espèces aussi, le Niger, la facélie, le tournesol, qui sont d'autres familles qui vont vous amener de la diversité, faire aussi des effets un peu de coupure par rapport à tout ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Voilà, en gros, les grandes familles et comment on fait les choix sur les grandes familles pour les couverts végétaux. On va rentrer dans le détail maintenant, mais il faut que vous ayez ça à l'esprit d'abord. Sarah, tu me dis s'il y a des questions. Hein. Oui, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Alors, la question qu'on se pose quand on sème des couverts végétaux en Provence, c'est quand est-ce qu'on va les semer? Parce que ça ne vous a pas échappé qu'on a un climat assez chaotique, compliqué et irrégulier. Dit autrement, un couvert végétal se sème idéalement. Il faut semer notre couvert végétal plutôt tôt. C'est-à-dire qu'il faut le semer quand on a de la chaleur et puis quand on a de l'eau, c'est mieux. Donc, si vous êtes en système avec irrigation, vous pouvez semer des couverts végétaux dès le mois d'août. Alors, pas forcément trop tôt non plus, parce que des fois, alors ça se fait derrière dans des systèmes sur des régions un peu plus septentrionales où ils sèment directement après la moisson, au pied de la moissonneuse. Ici, ce n'est pas une pratique qui se fait trop parce qu'il fait quand même très sec après la moisson et l'humidité résiduelle des chaumes, on ne peut pas franchement trop compter dessus. Puis après, il se met à faire chaud, comme en ce moment, voire très chaud et des fois très sec. Donc, ce n'est pas des conditions optimales pour semer un couvert végétal. Vous prenez le risque que ça lève un petit peu, puis après, que ça crève sur pied si c'est une graine qui n'a pas beaucoup de réserve. Donc, souvent, voilà, même en système à l'irrigation, généralement, les producteurs, sauf année exceptionnelle climatiquement pluvieuse en été, comme on a eu il y a 2 ans en 2018, ils ne s'affolent pas avant le 15 août. Ce qui est bien, du coup, parce que du coup, vous allez semer des couverts végétaux en août, vous avez l'irrigation ou de la pluie, parce que vous pouvez aussi profiter de manière opportune des pluies, et vous allez avoir une pousse rapide de votre couvert végétal, parce que vous allez avoir des jours longs, de la chaleur, de la pluie, c'est parfait. Par contre, si vous êtes au sec, ce n'est pas pareil, parce que, évidemment, vous n'avez pas forcément toutes ces conditions qui vont être réunies pour semer votre couvert végétal. Donc, souvent, ce qui se passe au sec, c'est qu'on va attendre un peu. Et on va attendre, positionner le couvert plutôt en septembre, à l'occasion des pluies qu'on a en septembre, si on a des pluies en septembre. Là aussi, ça dépend beaucoup des années. Et quand on regarde les analyses fréquentielles des climats, septembre est un mois globalement sec. Il ne faut pas semer trop tard. Vous voyez ici là, sur la courbe, parce que si vous semez très tard, c'est-à-dire si vous attendez octobre, votre couvert va très peu se développer avant l'hiver. Parce que même s'il ne fait pas forcément très froid en octobre, les nuits sont fraîches, donc la pousse des couverts est ralentie et les jours sont raccourcis, donc la pousse des couverts est là encore ralentie. Donc en fait, la date de semis du couvert, les créneaux qu'on a, ça va être août-septembre, octobre. Alors ça, évidemment, ça dépend quand est-ce que vous détruisez le couvert derrière, mais si vous mettez une culture de printemps plus ou moins très tôt, donc une culture plutôt d'hiver comme un pois chiche, bon ben voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps. Si par contre vous avez une culture très tardive parce que vous êtes en système irrigation, que vous passez sur du soja, des choses comme ça, bon, vous avez le temps de faire de la biomasse. Mais en général, si vous avez irrigation, vous pouvez ne pas vous interdire de semer plutôt votre couvert et de l'arroser. Et donc voilà, pas semer trop tard. Et après, il y a d'autres créneaux de semis de couvert. Je sais que certains producteurs le font, plutôt sur le printemps. Alors c'est beaucoup plus rare comme semis de créneaux parce que souvent au printemps, les sols sont occupés. Et parce que du coup, on a des pluies, mai-juin sont des mois souvent pluvieux. Mais après, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, voilà, on a un climat, il faut réussir à composer entre le sec, le chaud et les températures basses, voire les gelées dans certains endroits de la Provence. Évidemment, quand vous êtes au bord de la mer, ce n'est pas pareil que quand vous êtes dans le 0,4 ou dans les Hauts-de-Seine. Alors, quand on est en rotation céréalière, deux manières de mettre des couverts, soit entre deux céréales d'hiver, donc entre la moisson en juillet et le ressemis en octobre ou novembre. Bon, globalement, ça marche dans beaucoup d'endroits. Ici, dans nos climats, c'est globalement compliqué, voire très compliqué, sauf année exceptionnelle où on a beaucoup de pluie tout l'été, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, on a des retours sur investissement qui sont
très aléatoire, voire même très très bas sans irrigation. Mais dans la situation où on peut faire, soit parce qu'on arrose, soit parce qu'on y croit, soit parce que l'année l'été est pluvieux. Voilà, il faut vraiment privilégier des espèces qui sont plutôt peu exigeantes en eau, donc type sorgho, donc des sorghos qu'il faut semer avant. C'est vraiment des plantes adaptées à des climats très chauds, etc. Qu'il faut semer avant août, avant 5-10 août, les sorgho, ou des crucifères qui vont pousser rapidement, etc. Et il faut aller plutôt vers des espèces à cycle court et à prix modéré, ou faible densité de semences, ou semences de ferme, étant donné il y a un vrai risque à semer dans ces conditions-là, ou sur cette interculture-là. Et après, sinon, donc ça, voilà, quand même, ça c'est un exemple qui montre que cette année, ça a marché. C'est ce qu'on a fait à Aix-en-Provence, donc au lycée agricole de Valabre, avec lequel on travaille beaucoup. Un semis de moutarde ici sur la gauche, fin août ou début septembre, et pas arrosé du tout. Donc cette année, voilà, on a eu quelques pluies en septembre, et puis après, je ne vous refais pas le dessin du mois d'octobre et de novembre, mais ça a très bien marché. On a fait quasiment 5 tonnes de matière sèche en biomasse avec cette moutarde. À côté, c'est d'autres couverts que vous ne voyez pas, parce que les fleurs blanches que vous voyez, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un couvert, c'est de la fausse roquette, qui est une adventice. Mais il y a un couvert dessous. Je crois que c'était de l'AGS, je crois que voilà. Et c'était des espèces beaucoup moins adaptées sur des cycles très courts et dans les conditions de semis. Là, début décembre, on avait 5 tonnes de matière sèche. Là, on en avait 0,5 de notre couvert. Après, il y a notre fausse roquette qui a occupé le sol, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais l'investissement en couvert, là, objectivement, ce n'était pas la peine puisqu'il s'est fait tout seul. Voilà. Et ensuite, on peut mettre en place un couvert avant une culture de printemps. Donc là, on va se donner beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on va mettre en place notre couvert fin d'été, début d'automne. Pareil, pas le semer trop tard non plus, parce qu'après, il va peiner l'hiver en développement. Et on va le détruire avant notre culture de printemps. Donc de janvier pour un pois chiche, bon là, ça fait vraiment tôt. Sinon, mars, avril, en fonction de ce qu'on met derrière. Ça, c'est des configurations qui sont possibles et répétables d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que ça marche à peu près tous les ans. Voilà, sauf qu'il faut trouver, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, l'optimum entre la date de semis. Je sème tôt, je veux faire de la biomasse, mais je n'ai pas d'eau. Je ne sème pas trop tôt parce que si je suis sur un terrain sale avec beaucoup de mauvaises herbes, si je sème dans des conditions assez sales, mon couvert ne va pas forcément pousser. Donc, il faut quand même que je travaille un peu le sol, que je fasse des stratégies de déstockage ou de faux semis avant. Voilà. Mais bon, globalement, une fois qu'on règle ces détails techniques qui vont être très différents d'une année sur l'autre, c'est quand même des couverts qui marchent à peu près. Et puis, on peut faire des mélanges d'espèces, ça, on va le présenter après. Donc, si je vous donne des résultats localement, voilà un graphique, alors que vous ne prenez pas peur, il n'est pas très, très dur à lire. C'est des résultats de 3 ans d'essai qu'on a fait sur une plateforme à Gréoux-les-Bains chez un agriculteur, Marc Richaud, qui est en bio, qui était en conversion bio à l'époque et maintenant qui est en bio. Vous avez une grosse partie des couverts qu'on a testés pendant 3 ans. Il n'y a pas tout, parce que je n'ai pas fini d'éplucher les données, mais vous en avez une grosse partie. Vous avez la biomasse en ordonnée, la biomasse en irrigué, alors qui n'est pas donnée en valeur absolue, parce qu'on ne peut pas donner les choses en valeur absolue, parce que ça varie beaucoup d'une année à l'autre. C'est le climat qui fait la performance des couverts végétaux beaucoup, et d'une année à l'autre, c'est très différent. Mais vous avez en pourcentage de la biomasse moyenne de chaque année, et vous avez en fonction de la biomasse en sec. Donc, pour chaque point, vous avez les performances en irrigué versus les performances en sec. Alors, au-delà des valeurs absolues qui ne sont pas les plus intéressantes à regarder et qu'on va regarder plus tard, ce qu'on voit, c'est plusieurs groupes. Alors, une précision d'abord, c'est que quand les points sont sur cette ligne-là, cette droite-là, ça veut dire que la biomasse en irrigué est équivalente à la biomasse en sec. Quand je parle d'irrigation, j'ai plusieurs années. J'ai une année 2017 où on a beaucoup arrosé les couverts, parce que 2017 a été très sec jusqu'à fin novembre. On est dans une sécheresse historique. J'ai une année 2018 où on les a modérément arrosés, parce que c'est pluvieux. Et j'ai une année 2019 où on les a très peu arrosés. Donc, à chaque fois, c'est des couverts implantés l'été, entre le 20 août et le 2 septembre, et détruits au printemps avant de mettre en place une culture de printemps, un maïs ou un soja. Voilà, pour vous restituer la chose. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez des couverts qui ne sont pas très adaptés là, aux conditions méditerranéennes. La lentille alimentaire qu'on a testée
parce qu'on voulait la tester, la GES. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc ça, on fait peu de biomasse et en sec et en irrigué. Ça, c'est des mélanges de trèfles. Voilà, parce que les trèfles, c'est des petites graines, c'est toujours difficile à implanter. Vous avez des couverts qui sont adaptés en bleu, là, qui marchent très bien quand il y a de l'eau, mais qui marchent beaucoup moins bien quand il n'y a pas d'eau. C'est de la févrole, globalement. Vous avez des couverts ici en vert qui sont performants en sec et en irrigué. C'est du seigle, alors ce n'est pas étonnant. Le seigle, c'est une graminée, donc on peut le comparer un peu à un blé. C'est plutôt adapté. C'est le radis chinois dont on parlait tout à l'heure, moyennant qu'il y ait un stock d'azote dans le sol. C'est de la veste qui marche aussi plutôt bien, de la veste Barbicos, on va revenir dessus. Et puis, vous avez des couverts, là, la patate rouge du milieu, performance moyenne, qui sont tolérants à l'absence d'irrigation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop perturbés s'il n'y a pas d'eau, et puis qui vont faire des potentiels de rendement en termes de biomasse, des potentiels moyens. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'éventail de ce qui se fait ou de ce qui peut se faire en conditions méditerranéennes avec, encore une fois, des années très différentes d'une année sur l'autre. Si on détaille un petit peu ça maintenant, on va vous passer en revue quelques couverts qu'on a mis en place avec Sarah dans cette plateforme. L'ERS. Alors l'ERS, donc on va regarder les légumineuses, les graminées et quelques crucifères. Alors évidemment, vous aurez le diaporama accessible et puis vous aurez l'enregistrement de la conférence si vous voulez regarder un petit peu les données en détail. L'ERS, c'est une légumineuse, c'est de la famille des vesses et c'est une légumineuse qui est endémique, qui est très adaptée, on va dire, au coin, là, au sol calcaire, au sol séchant, qui était utilisée historiquement en fourrage ou en alimentation animale par les éleveurs et qui maintenant retrouve une seconde jeunesse dans les couverts végétaux. Donc c'est une légumineuse avec tous les avantages que ça a. C'est rustique, c'est adapté au sol calcaire, c'est pas gélif, en tout cas pas aux températures qu'on a traversées ces 3 dernières années. On est sur des potentiels de biomasse assez moyens, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Il y a beaucoup mieux dans la famille des vesses pour faire de la biomasse, mais par contre c'est assez stable. Vous avez les différences entre l'irrigué et le sec, c'est assez stable. On est sur des potentiels de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. Par contre, attention, c'est quand même sensible à la concurrence avec les adventices. Comme toutes les légumineuses, parce que les légumineuses mettent du temps à s'installer. Donc, si vous installez votre couvert dans des conditions un peu sales, ça va être compliqué. Mais peut-être plus sensible que d'autres légumineuses. Et notamment, donc là, vous avez aussi les prix de la semence à l'hectare, les densités de semences. Les prix sont indicatifs, évidemment. La densité de semences, c'est une densité de semences en pur. On verra après. Sarah va vous parler des mélanges. Donc là, les choses se gèrent différemment. Et après, dans la même famille, vous avez des vesses. Donc, on va regarder 2 types de vesses. La vesse grise Barbicos, qui est une vesse d'hiver, donc qui est capable de passer l'hiver ou qui va geler à des températures vraiment très très basses qu'on n'atteint pas forcément trop dans nos régions, en tout cas pas dans la moitié sud de la région. Donc, c'est une légumineuse peu gélive qui a des potentiels importants de biomasse, c'est-à-dire qu'on peut faire jusqu'à 3 tonnes 4 tonnes de matière sèche à l'hectare, ce qui pour nos climats est pas mal du tout et qui a un bon pouvoir couvrant. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça va pas mal boucher les trous. Donc, veste grise Barbicos, et vous avez une autre veste qui est la veste Mariana. C'est un peu la même chose, sauf que c'est une veste de printemps. L'autre, la Barbicos, c'était typé hiver. Donc, la veste de printemps, elle va geler. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, parce que ça peut être un objectif, la destruction par le jeûne, on pourra en discuter après. Et la veste de printemps, Mariana, elle va moins passer l'hiver, donc elle va faire l'essentiel de son cycle avant l'hiver, même la totalité de son cycle avant l'hiver. Alors que la Barbicos, ça va être capable d'avoir une reprise de biomasse au printemps. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Les févroles, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, toujours une légumineuse. Gélive ou pas, ça, il faudrait que je corrige un peu parce qu'il y a des févroles gélives ou pas. On est plutôt sur des hauts potentiels de biomasse, c'est-à-dire qu'on peut facilement attendre 3-4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Par contre, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de biomasse avec une févrole que vous allez ne pas avoir de mauvaises herbes. Parce que vous voyez, c'est des pores érigés, comme ça. Donc, dès que vous avez un petit peu, forcément, la qualité du semis, elle n'est pas nécessairement tout le temps optimale. Dès que vous avez des trous, c'est les mauvaises herbes qui vont s'y mettre. Alors que la vesse, vous voyez, les belles vesses comme ça, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes parce que les pores c'est des pores étalés là, donc ça va mieux occuper l'espace. Juste 2 types de vesses, Irena ou Vesuvio. La différence, c'est que la Vesuvio, c'est une vesse à petites graines. Donc, vous allez semer en gros 2 fois moins dense. Vous allez passer de 200 kg à 100 kg par hectare de semences, de densité de semis. Donc, vous allez faire des économies, évidemment, en termes
en termes de coût de la semence. L'AGS, on n'en va pas trop en parler. Ça paraît que c'est une légumineuse, mais qui est potentiellement intéressante, mais qui est très peu couvrante. Donc, c'est pas bon, voilà, ça va vite se salir. Les radis, on en a parlé tout à l'heure. Donc, différents types de radis. Le radis chinois structurator. Hop. Frédéric Essinol qui nous rejoint. Le radis chinois structurator, qui lui est un radis, vous voyez, c'est enfin, deux types de radis, structurator ou fourragé iris. Le structurator, lui, il a une racine pivot, là, donc il va bien perforer le sol en profondeur. Iris, il va faire plutôt une boule un peu plus superficielle. Donc après, ça dépend aussi de vos objectifs, mais qui font beaucoup de biomasse dans le sol et qui font aussi beaucoup de biomasse aérienne. Donc ça, c'est des choses très intéressantes, les radis, pour décompacter, pour structurer le sol et pour faire de la biomasse. Encore une fois, c'est une crucifère, ça occupe rapidement le sol. Donc ça va bien venir boucher les trous en général sous un radis, même une fois qu'il a gelé, parce qu'attention, c'est gélif. Des fois, c'est propre. Et si vous avez un radis bien réussi, ça peut rester propre pendant 2-3 mois derrière le radis. Donc ça aussi, c'est intéressant. Par contre, ça marche si vous avez des reliquats azotés dans votre sol. Attention, parce que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Et attention si vous le mettez en mélange, parce que comme ça, vous voyez, ça prend de la place, ça peut avoir tendance, si on gère mal les densités de semis du mélange, à complètement étouffer les plantes ou les couverts avec qui c'était associé. Voilà, la moutarde aussi, bon, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le même principe, c'est une crucifère, c'est performant. Et puis Sarah nous parlera tout à l'heure de la moutarde d'Abyssinie, qui est une moutarde avec des gros potentiels de biomasse. Voilà. Juste pour vous dire que qu'est-ce que c'est qu'un couvert réussi? Comment on juge si notre couvert est réussi, au-delà du choix des couverts? Alors, ça dépend de nos objectifs. On a dit tout à l'heure, si vous voulez lutter contre l'érosion, il vous suffit de moins d'1 tonne de matière sèche à l'hectare pour que ça marche. Si par contre, vous voulez gérer les mauvaises herbes, vous apporter de l'azote à votre système, etc., il va vous falloir plus de biomasse à l'hectare. Et généralement, on dit qu'un couvert réussi, c'est un couvert visuellement qui arrive au genou. Alors, bon, ça dépend de votre taille, évidemment, mais c'est 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Pourquoi 3 tonnes? Parce que vous le voyez ici, on a mesuré sur nos plateformes d'essai la biomasse des adventices en fonction de la biomasse des couverts végétaux. Et vous voyez que globalement, donc il y a des très fortes biomasses sur des adventices sur des couverts qui ont très peu poussé, mais vous voyez que sinon, globalement, il nous faut globalement entre 2,5 tonnes et 3 tonnes de matière sèche à l'hectare pour vraiment réussir à calmer les couverts végétaux, à calmer les adventices, pardon. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en généralement, il nous faut, on va dire, 3 tonnes en irrigué, 2,5 tonnes en sec pour avoir vraiment un couvert réussi qui va limiter l'enherbement de manière assez considérable. Et ce qui compte beaucoup, c'est la biomasse que vous allez faire avant l'hiver. Parce que si vous ne faites pas beaucoup de biomasse avant l'hiver, mais que vous avez de la biomasse après, au printemps, quand ça reprend, ça va se salir, etc. Et ça ne va pas être top. Donc ça vous donne des ordres de grandeur. Ce n'est pas évident forcément de faire 3 tonnes de matière sèche à l'hectare en fonction des systèmes. Si on n'a pas beaucoup d'azote, ce n'est pas évident. Donc en bio, par exemple, ce n'est pas évident. S'il fait sec, ce n'est pas évident. Voilà. Donc c'est pas… Voilà. Voilà pour ça. Et après, donc là, vous voyez qu'on a testé des couverts en pur. Je ne sais pas s'il y a des questions, Sarah, ou pas. Ça, parce que je vais un peu vite, mais on a testé des couverts en pur ou des couverts en mélange. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt on a à faire un mélange? Et est-ce qu'un mélange est plus performant qu'une culture en pur, enfin qu'un couvert en pur? Donc, on a regardé ça aussi dans nos résultats d'essai. Alors, déjà, l'intérêt du mélange, c'est-à-dire que vous allez associer plusieurs espèces dans votre couvert végétal. Le premier intérêt, c'est évidemment de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Si vous ne mettez qu'une espèce et que cette espèce-là ne marche pas pour X raisons, un mauvais choix, pas d'azote, un climat qui ne va pas, une semence qui est défectueuse, évidemment, votre couvert ne va pas fonctionner. Vous allez avoir plus de contraintes que d'avantages à avoir mis un couvert végétal. Par contre, l'intérêt si vous mettez un mélange, vous minimisez ce risque. Vous allez aussi alterner les familles, favoriser la biodiversité dans votre parcelle. Vous allez avoir différents systèmes d'enracinement. Vous avez vu qu'il y a des pivots, il y a des enracinements superficiels, etc. Donc, en termes de structuration du sol, c'est très intéressant. L'occupation de l'espace aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer des couverts végétaux qui sont peu couvrants, mais qui vont faire de la biomasse de type févrole.
avec des couverts végétaux qui sont très couvrants, comme des vesses qui, des fois, font peut-être un peu moins de biomasse. Donc, vous allez combiner les avantages et les inconvénients de chaque couvert pour avoir que des avantages. Et puis, autre avantage quand même, pas des moindres, vous allez pouvoir diluer aussi les espèces dont le coût de la semence est important. Parce que quand vous allez constituer votre mélange, évidemment, vous allez pas mettre toutes les espèces à la même densité que si elles étaient en pur, mais vous allez diviser la densité de semences en pur de chaque espèce par le nombre d'espèces qu'il va y avoir dans votre mélange. Donc tout ça est très bien, tout ça est théorique sur le papier, mais attention à la qualité de la composition du mélange, parce que vous pouvez vite vous retrouver avec un mélange qui va être moins performant qu'un couvert végétal tout seul en pur. On va l'illustrer par 2 graphiques qui sont des résultats de cette année de notre plateforme à Gréoux-les-Bains, dans un contexte avec une forte présence en mauvaises herbes, beaucoup de raies gras, parce que l'essai a été, je pense, semé trop tôt. Et vous voyez ici, vous avez la biomasse en bleu. On va regarder les chiffres. Enfin, bleu, c'est avec irrigation, et rouge, c'est sans irrigation, mais ça ne veut pas dire grand-chose cette année parce qu'il a beaucoup plu à l'hiver, là, à l'automne. On va se contenter de regarder ce qui est en bleu. Vous voyez que vous avez ici les biomasses des espèces en pur. Donc, c'est très variable. Et vous avez ici les espèces en mélange. Et dans les mélanges, vous retrouvez des espèces en pur. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les mélanges ne sont pas forcément plus performants que la biomasse des couverts en pur. Si je prends Févrole-Vesse, par exemple, vous voyez, en mélange, bon, on est à peu plus d'1 tonne hectare, alors que la Févrole seule, on est à 2,5 tonnes hectare. Ou la Vesse seule, à peu près pareil. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si vous sélectionnez mal les espèces de votre mélange, c'est que vous allez associer une espèce très performante, qui va très bien marcher chez vous, qui va faire beaucoup de biomasse, avec une espèce moyennement performante ou peu performante, et le mélange sera quelque chose de moyennement performant. Donc ça, c'est ce qui se passe si les espèces ne sont pas judicieusement choisies. Donc il faut vraiment essayer d'associer les espèces qui vont potentiellement le mieux marcher dans votre secteur et selon vos conditions de semis. Et c'est d'autant plus vrai que la période d'interculture est courte. Si vous semez un couvert végétal qui va être mis en place en août et détruit en octobre, c'est encore plus vrai parce que du coup, il faut que ce couvert végétal pousse vite, occupe l'espace rapidement. Alors sinon, on a effectivement, si vous implantez votre couvert en fin d'été et que vous le détruisez au printemps suivant, vous avez un peu plus de temps pour l'implantation. Donc attention au choix des espèces dans les mélanges. Et contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire, si le mélange n'est pas optimal, c'est ce qu'illustre ce graphique, vous pouvez avoir, par exemple, en pur, donc là, vous avez la biomasse des adventices, ici, en tonnes de matière sèche par hectare, en fonction de différents couverts qu'on a implantés, que vous voyez ici. Vous voyez, la Vesse Barbicos, on fait un peu plus d'1 tonne en biomasse d'adventices, il y en a beaucoup cette année. La Févrole, on en fait beaucoup. Donc là, j'illustre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Févrole fait beaucoup de biomasse en elle-même, mais laisse passer la lumière, donc laisse passer les mauvaises herbes. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de biomasse en Févrole que vous allez avoir peu d'adventices. Donc, des adventices moyennes. Et vous voyez que le mélange des deux, Févrole plus Vesse, vous avez plus d'adventices qu'une Vesse seule, que seulement la Vesse. Pourquoi ? Parce que vous diminuez la densité de semis de votre Vesse par rapport à un semis en pur de la Vesse. Vous mettez de la Févrole à la place, et la Févrole est globalement peu couvrante. Donc, vous voyez que en fait, ce qui va être le plus intéressant pour lutter contre les mauvaises herbes, c'est d'avoir une couverture rapide du sol. Donc, c'est de choisir des crucifères dans votre mélange qui vont très vite couvrir le sol dans votre couvert, ou des graminées si vous ne pouvez pas mettre de crucifères parce qu'il n'y a pas beaucoup d'azote. Mais voilà, c'est vraiment plus que de dire tiens, je vais mettre plein d'espèces, etc. C'est vraiment le choix des espèces que vous allez mettre dans votre mélange qui va être efficace pour lutter ou pas contre les mauvaises herbes. Voilà, ça c'est vraiment important et ces résultats le montrent et l'INRA a montré aussi à peu près la même chose récemment. Voilà, et je vais laisser la parole à Sarah qui va continuer, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais laisser la parole à Sarah qui va continuer de vous expliquer aussi ce qui peut se faire en termes de mélange. Merci Mathieu. Alors du coup, nous ce qu'on a fait, donc c'est des essais qui ont été faits il y a 2 ans, donc en 2018-2019. C'est ce que je vous disais au début. En fait, c'est des producteurs qui ont l'habitude de faire des couverts, mais qui
utilise de manière, on va dire, habituelle, en général, la moutarde. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de trouver un intérêt vraiment agronomique aux intercultures. Donc, du coup, on a mis en place une plateforme avec 6 mélanges différents. Donc, du coup, je rejoins l'idée de Mathieu de faire vraiment des mélanges. Et en fait, vous verrez que dans nos mélanges, donc je vais les détailler un peu plus, mais déjà, on a évité de mettre la moutarde parce que c'est vrai qu'elle a l'avantage de lever facilement, d'être pas trop chère. Mais par contre, elle a l'inconvénient d'avoir un cycle court. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous, on travaillait plutôt sur des intercultures longues, c'est-à-dire de août à mars, avril, voire destruction, enfin, implantation de la nouvelle culture en mai. Donc, du coup, la moutarde ne nous intéresse pas forcément et c'est quelque chose qui est largement maîtrisé. Et vous verrez que dans mes mélanges, on a essayé de ne pas mettre trop de céréales parce que, en fait, bah, pareil, pour rejoindre ce que disait Mathieu, c'est que bah, la céréale, il y en avait, c'était le précédent. Et donc, du coup, on a estimé qu'il n'y avait pas forcément de besoin d'apport de carbone. Mais par contre, dans quasiment tous les mélanges, on a mis une crucifère parce qu'on est sur des systèmes où il y a globalement pas mal de reliquats azotés. Et donc, comme la crucifère capte pas mal l'azote disponible qui est là, et ben, du coup, on a fait le choix d'en mettre dans quasiment tous les mélanges. Donc, alors, il y a juste une petite lecture à avoir, ça sera peut-être pour plus tard pour vous. Tout ce qui est mis en bleu, toutes les espèces mises en bleu, c'est des espèces dites gélides, normalement, assez rapidement, vers -5, normalement, c'est éliminé. Après, les espèces en vert, c'est des espèces qui sont moyennement gélives. Alors, en fait, ça, c'est en fonction des variétés et aussi de la biblio, parce qu'en fait, quand on lit un peu de la documentation sur tout ce qui est gélif en interculture, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont dites. Et par contre, tout ce qui est en rouge, normalement, c'est censé bien résister au froid. Et après, donc toutes les espèces qui sont soulignées, c'est celles qui sont normalement en cycle long. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'espèces soulignées ou en cycle intermédiaire, donc c'est-à-dire toutes les espèces qui ne sont pas soulignées, parce que bah, du coup, on était sûr d'être en cycle long. On a quand même mis le sarrasin qui est un cycle court, parce que c'est une nouvelle famille. C'est une famille qui est pas du tout utilisée dans nos rotations. Donc, du coup, on s'est dit que c'était peut-être intéressant quand même de le mettre. Alors, le mélange 1, l'anti-alimentaire, févrole, pois fourragé. L'idée, c'était de mettre uniquement de la légumineuse. Donc, j'essaye au maximum de faire de l'apport azoté. Sachant que ça couvre, la lentille couvre quand même relativement bien le sol. Donc c'était ça un peu pébrole et pois qui couvrent pas forcément le sol et la lentille en contrepartie qui couvre pas mal le sol. Le mélange 2, c'est ce qu'on appelle notre mélange témoin. C'est ce qui est pratiqué globalement dans la région, qui coûte relativement peu cher parce qu'il y a souvent des semences qui sont trouvées et puis ça permettait de comparer par rapport aux pratiques actuelles. Alors après, le troisième mélange, l'ERS, donc c'est ce dont parlait Mathieu, la petite qui revient à la mode, et le radis fourragé, donc la crucifère qui est censée absorber l'azote disponible, et après l'ERS qui prend le relais, enfin ça permettra à l'ERS de capter un maximum d'azote de l'atmosphère. Après le mélange 4, donc gesse, avoine, radis fourragé. Donc là, c'est la gesse qui est la légumineuse. Ce qui était dit en biblio, c'était que la gesse faisait quand même pas mal de biomasse. Et en fait, on s'est aperçu, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est que finalement, dans nos régions, en biblio, c'est bien. On nous dit que ça fait de la biomasse, mais finalement, ici, c'est pas terrible. Et après, donc, le cinquième mélange, donc fenugrec, vesse, moutarde d'Abyssinie. Donc, la moutarde d'Abyssinie, elle nous a vraiment, elle a été, on verra des photos, mais on a été agréablement surpris par cette crucifère qui s'est super bien installée, voire même trop bien installée. Donc, vous verrez les résultats plus tard. Le fenugrec, c'était une légumineuse aussi qui était censée donner des bonnes biomasses, mais on le verra plus tard, il y a l'histoire de la moutarde d'Abyssinie qui a vraiment gagné beaucoup de terrain. Et finalement, le fenugrec ni la vesse ont vraiment réussi à s'installer, quoi. Et après, le dernier mélange, vesse velue, qui était censé résister plus au froid, mais comme on verra, l'hiver n'a pas été super froid, bah, du coup, on n'a pas eu de différence vraiment entre la vesse velue et la vesse commune. Le sarrasin qui a eu un cycle très court, mais en fait, c'est une culture qu'on dit de sol acide. Et en fait, nous, on a été agréablement surpris
Donc, si vous avez des intercultures courtes à faire, c'est vrai que le sarrasin, nous, on a trouvé que finalement, c'était pas mal. Normalement, c'est cultivé en Bretagne, mais ça peut être aussi mis par ici, quoi. Voilà, par rapport aux 6 mélanges, c'est vraiment on a fait vraiment une grosse réflexion dans le choix des espèces et dans les quantités. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la biblio, on en avait discuté avec Mathieu, on en avait discuté avec Stéphane, et c'est vrai que Stéphane Narvalis, Stéphane Jezekiel. Donc du coup, c'est vraiment, on a essayé de travailler sur à la fois apporter plusieurs familles et à la fois couverture, non couverture. Enfin, voilà, c'est vraiment un choix qu'on a fait. Juste pour rappel, comme ça date un peu, ça a déjà 2 ans, un rappel du climat. En fait, ce qui s'est passé, je vais juste reprendre la souris. Merci. En fait, on voit sur le schéma là, ça a été semé vers le 20 août. Et en fait, on s'aperçoit que ça a été semé dans le frais parce qu'il y a bien plus juste avant le semis. Je crois qu'il n'y a plus le 20 et lui, je crois que l'agriculteur a semé la plateforme le 25. Et après, il y a eu toute une période de sec où on s'est dit, oh, ça va être compliqué. Et finalement, les pluies d'août ont suffi à garder le couvert en vie et sans qu'il y ait trop de disparition du couvert, quoi. Et après, à partir du mois d'octobre, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de pluie donc à l'automne 2018, donc ça a été très favorable au couvert. Et après, l'hiver a été relativement doux jusqu'au mois de janvier, au moment de la destruction, quoi. C'est la molette. Oui. Ah, c'est la molette, voilà. Donc là, vous avez quelques photos découvertes. Je laisse le temps. Voilà. Donc vous avez les couverts. Et là, en fait, on voit vraiment la fameuse moutarde d'Abyssinie. Et ça, c'est en fait, c'est un quadrat qui fait 1 m². Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de volume. Et finalement, la veste et le fenugrec, il n'y en avait pas vraiment. On n'a pas réussi trop à faire ce qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire un mélange de tout. Par contre, pour rejoindre ce que disait Mathieu tout à l'heure, comme il y a eu, là on voit en fait en gros les 6 couverts, là on voit vraiment la plateforme. Comme il y a eu vraiment un super couvert, il n'y a pas eu d'adventice du tout et on n'a pas du tout eu besoin de les récolter. Là, on a une photo, donc ça c'est des photos, voilà, au 15 octobre. Je cherchais la date. Donc ça c'est au 15 octobre. Là c'est le mélange que je vous disais, donc févrole, lentilles et pois. Donc le mélange spécial légumineuse. Voilà. Et donc globalement on a eu un très bon développement. Et donc à la mi-janvier, donc mi-janvier 2019, avant la destruction, donc l'agriculteur a souhaité détruire à cette période. Avant la destruction, nous on a fait des récoltes de 1 m², donc c'est ce qu'on fait habituellement, c'est ce que Mathieu fait également. On prélève 3 fois 1 m², on fait sécher et après on envoie au laboratoire pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les couverts. Donc, il faut bien avoir conscience que donc, ce qui est présent là, c'est parce que c'est vrai que c'est des données, des valeurs qui sont très très élevées. Ce qui est présent là, c'est ce qu'il y a au niveau des feuilles, mais c'est pas forcément ce qui est restitué à la culture suivante ou l'année suivante. C'est vraiment quelque chose qui est dans la plante, qu'on apporte au sol à un moment donné, mais ça sera un apport de matière organique qui peut être une matière organique stable, donc qui ne va pas se libérer ou qui va se libérer qui va mettre des dizaines d'années à se libérer, ou c'est une matière organique un peu plus libre, mais qui ne va pas forcément se libérer l'année N, mais peut-être l'année N+1 ou l'année N+2, en fonction vraiment de votre vie microbienne, quoi. Donc, on se rend compte pour le mélange 1. Donc, je vous ai remis là sur le tableau à quoi correspond chaque mélange. Et donc, il y a les éléments de la valeur de chaque élément. Donc, le mélange 1 qui est composé de légumineuses, on voit que comme il n'a pas fait une matière
une matière verte trop importante, on voit que par rapport aux autres, c'est vrai qu'il a un petit peu moins, il apporte un peu moins d'azote et un peu moins, on se rend compte qu'en fait, et un peu moins de potasse. Et on s'aperçoit en fait que les crucifères ont tendance vraiment à capter beaucoup de potasse. Alors on dit normalement, dans la biblio, ça on ne peut pas le prouver, on dit que ça va capter donc la potasse et le phosphore en profondeur parce que ça a quand même des racines très pivotantes. Et une année comme 2018-2019 où il y a eu un fort développement, et ben les racines étaient quand même très importantes. Donc en théorie, ça va chercher dans la roche-mère. Ça fait remonter la potasse et le phosphore de la roche-mère. Et après, quand c'est détruit, de manière, quand vous détruisez votre couvert, c'est normalement du phosphore et de la potasse qui est plus facilement disponible. Donc, c'est vrai que c'est relativement intéressant, surtout pour le phosphore bloqué dans nos régions, quoi. Après, on voit quand même que globalement, les mélanges, ils ont capté au moins, ou presque, 100 unités d'azote. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément ce qui sera redonné à la culture suivante. Mais à un moment donné, ça sera forcément libéré, quoi. Et après, il y a le dernier, là, le petit dernier. C'est vrai qu'il est moins joli que les autres, mais parce qu'on a récolté mi-janvier et que le sarrasin avait complètement disparu. Donc, c'est vrai que le sarrasin, il a pris beaucoup de place. Il a un peu limité, je pense, le développement de la veste velue et de la navette. Et donc, du coup, c'est vrai il sort un peu en dernier dans les essais. Moi, je pense qu'il aurait été intéressant dans la suite à donner à cet essai-là, ça aurait été peut-être de garder l'interculture un peu plus longtemps et de la détruire qu'au mois de mars ou avril, en espérant que en fait, ça continue à se développer et peut-être qu'à ce moment-là, tout ce qui est légumineuse aurait peut-être pris un peu plus le dessus par rapport aux moutardes et aux crucifères en général. Mais bon, voilà, ça, on n'a pas pu le déterminer. Après, il y a plus il y a des éléments, il y a plus d'éléments, il y a des césuriens, il y a ce genre de choses sur une fiche technique qui est sur le site de la Chambre. Donc, n'hésitez pas à consulter ou vous m'appelez si vous souhaitez enfin, voilà, avoir un peu plus d'éléments sur ces essais-là. Je vous relaisse la parole à Mathieu. Pour compléter ce que dit Sarah, sur la date de destruction du couvert, nous on l'a vu aussi sur les essais. Si vous n'êtes pas trop pressé de détruire le couvert parce que vous allez mettre en place une culture après, ça vaut le coup de laisser le couvert parce que ne serait-ce qu'entre des prélèvements l'hiver et au printemps, sur tout ce qui évidemment n'a pas gelé ou qui n'a pas fini son cycle, donc des espèces dont a parlé, comme a parlé Sarah, à cycle long, vous allez pouvoir doubler votre matière sèche, voire même des fois, si l'hiver dure un petit peu, entre la sortie d'hiver, des fois quand on est mi-mars et mi-avril, où il commence à faire chaud, on a déjà vu des multiplications de biomasse par 2 en un mois. Donc ça vaut le coup, si vous n'êtes pas pressé, si vous en avez besoin, etc., de laisser votre couvert le plus longtemps possible parce que en fait, ça va être pour le même investissement de départ, la semence, la préparation du sol, l'irrigation s'il y en a, etc., vous allez avoir des effets bénéfiques sur tout ce que vous montre Sarah là, en azote, en phosphore, machin, qui peuvent être multipliés par 1,5, voire même par 2, quoi. Donc c'est intéressant. Si bien sûr ça marche dans votre plan de travail, quoi. Et après, par rapport parce que souvent le questionnement, c'est si je détruis tard, est-ce que ça ne va pas entraîner de la concurrence vis-à-vis de la culture suivante? Et vraisemblablement, en 3 semaines, un mois, plus ou moins, tu m'arrêtes si plus ou moins le couvert ne crée plus de concurrence réelle, quoi. Ça dépend du coup. Oui, c'est vrai, ça dépend du couvert que vous allez implanter, mais si vous avez beaucoup de légumineuses, ça va aller. Par contre, si vous avez beaucoup de graminées qui ont un rapport carbone sur azote plus élevé, qui vont mettre plus de temps à se décomposer, là, vous pouvez avoir un risque de concurrence, enfin de fin d'azote en fait, c'est-à-dire que votre sol va consommer de l'azote pour détruire le couvert. Donc, si vous avez derrière une culture exigeante en azote, des courges, du maïs, des choses comme ça, là, ça peut vous pénaliser. Voilà. Bon. Et c'est pour ça qu'on a mis des crucifères à cycle plus long, en fait, par rapport à la moutarde, parce qu'au niveau de la décomposition, elles sont plus riches en sucre et c'est plus facile à la décomposition. Alors que si on avait mis une moutarde qui serait plus ou moins arrivée à graines, la décomposition, elle est plus lente. Alors que si on est encore sur de la matière verte,
Comme vous avez vu, la moutarde abyssinienne, là, elle était juste en grosse rosette, quoi. Au printemps, elle aurait un peu monté, mais ça ne se serait pas trop développé. En fait, on dit qu'il faut détruire la crucifère avant floraison si on veut qu'il y ait vraiment un intérêt au niveau sucre et disponibilité rapide pour faciliter la décomposition du couvert. Voilà, bon, ça c'est juste le mélange. On vous redit comment faire un mélange. Vous prenez la dose de semis d'une espèce dans le mélange, c'est la dose en plein divisée par le nombre d'espèces. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'il faut raisonner. Avant-dernier chapitre, quels services attendent des couverts? Donc, on en a déjà beaucoup parlé, Sarah en a déjà beaucoup parlé sur ce que ça peut restituer en termes d'azote, etc. Sur des mélanges. On peut regarder la chose aussi sur des couverts plutôt en pur, où globalement, ici, vous avez différents couverts et vous avez la concentration en azote, donc en grammes par kilogramme. Donc, si vous voulez des pourcents, il faut décaler la virgule vers la gauche. Vous voyez que globalement, sur l'azote, à peu près tous les couverts, toutes les légumineuses, je mets évidemment le seigle à part, mais on est entre 3 et 3,5% d'azote dans la matière sèche. Bon, ça veut dire qu'il y a des variations, mais qui ne sont pas énormes. Dit autrement, si vous voulez apporter de l'azote à votre système, il vous faut des couverts qui sont performants en termes de biomasse. Ici, vous avez l'azote stocké dans les parties aériennes du couvert, donc en kilos par hectare, donc en unités par hectare, en fonction de la biomasse de votre couvert. Vous voyez que pour les férus statistiques, là, on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de corrélation, c'est-à-dire que plus vous faites de biomasse, sur des légumineuses, évidemment, vous avez le seigle qui n'est pas une légumineuse, qui est donc moins riche en azote qui est en dessous. Plus vous faites de biomasse, plus vous apportez de l'azote à votre système. Ça, c'est les parties aériennes. Donc, vous voyez qu'avec ça doit être une veste à 3,5 tonnes de matière sèche, vous êtes capable d'apporter 120 unités d'azote à votre système. Votre veste contient 120 unités d'azote dans la partie aérienne. C'est comme ça qu'il faut le dire. Si on rajoute les racines, parce qu'il y en a aussi un peu dans les racines, les nodosités, globalement, sur des couverts annuels, pour une unité d'azote dans la partie aérienne, on est à 0,2, 0,3 unités d'azote dans la partie souterraine. Là où on va avoir beaucoup plus d'azote dans les parties souterraines, c'est dès que vous êtes sur des cultures à cycle long, des luzernes, etc. Mais bon, 120 unités d'azote, globalement, l'INRA nous dit que sur ces 120 unités d'azote, il va y avoir la moitié qui vont être disponibles pour le sol, donc pour les plantes qui vont occuper le sol, dans l'année qui suit l'implantation, dans l'année qui suit la destruction du couvert. Donc, ça vous fait quand même 60 unités d'azote, allez, 70 si on compte la partie souterraine, ce qui est loin d'être négligeable dans n'importe quel système, et en particulier dans des systèmes bio ou dans des systèmes qui sont très limitants en azote. Voilà. Et puis, ça, on ne va pas le détailler, mais vous avez un bilan global des différents tests qu'on a fait avec les couverts végétaux. Est-ce que ça occupe la strate inférieure du sol ou plutôt la strate supérieure? Le type d'enracinement, est-ce qu'on est sur des enracinements superficiels, intermédiaires ou un petit peu plus profonds? La densité de semis en pur, le coût indicatif de la semence. Donc ça, c'est très indicatif, c'est les prix que nous ont donnés les semenciers. Les rapidités de recouvrement, est-ce que ça couvre le sol rapidement ou pas? Donc on retrouve tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est gélif et à quelle température? Alors attention sur les informations sur le stade gélif des couverts végétaux, ça dépend beaucoup du stade auquel sont les couverts végétaux. Vous pouvez semer de l'herse ou une légumineuse ou une vesse qui va être très peu développée, qui va être tapie sous une autre culture, etc., qui va pouvoir passer l'hiver parce qu'elle est peu développée, elle sera peu sensible. Voilà. Donc il faut vraiment le mettre en regard de votre stade. Est-ce que le couvert végétal concurrence les adventices? Beaucoup, pas beaucoup, moyennement. L'impact du stress hydrique, ça c'est les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure. Est-ce que dans nos essais, le fait d'arroser le couvert a fait évoluer, a beaucoup changé la biomasse du couvert? Donc, dit autrement, est-ce que l'absence d'eau a eu un impact? Et puis les biomasses moyennes qu'on a obtenues. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le bilan global des couverts. Maintenant qu'on a une idée à peu près précise de ce qu'on va pouvoir choisir, c'est comment on sème ces couverts. Donc, sans s'attarder dessus trop, vous avez différentes techniques de semis des couverts végétaux, à la volée, en technique culturale simplifiée, c'est-à-dire pas de labour, ou en semis direct. Alors,
à la volée un semis. Donc, l'avantage, c'est que ce n'est pas cher, ça va vite. Par contre, c'est très, très aléatoire pour des semis dans des conditions sèches. Ça va être, parce que voilà, c'est un semis qui est quand même un peu précis et ça va être adapté plutôt pour les petites graines, les trèfles, qui vont être capables d'être posées comme ça en superficie. Mais globalement, en conditions sèches, si on envisage des semis d'été, c'est pas trop opérationnel dans la région. Ça s'envisage peut-être plus sur des semis de couvert au printemps sous couvert d'une autre culture existante. Les techniques culturales simplifiées, donc là on est sur du non-labour, donc sur des passages de 10, du scalpage, etc. C'est une bonne idée, il faut faire juste attention à la profondeur. Hop, je rajoute quelqu'un. Il faut juste faire attention à la profondeur de travail du sol pour ne pas travailler plus profond que le lit de semence et éviter d'assécher les sols en fait. Donc voilà, il faut essayer d'avoir une profondeur du travail du sol à peu près constante, une profondeur de semis à peu près constante, et éventuellement de rouler les couverts pour favoriser la levée de ces couverts. Et puis éventuellement, ça peut avoir une action aussi contre les limaces si vous avez des problèmes de limaces. Et puis la dernière option, c'est le semi-direct qui se développe aussi. Alors l'avantage, c'est que vous ne travaillez pas le sol, donc vous n'allez pas favoriser la levée d'adventices en plus. Donc ça peut être très bien, surtout si vous semez en conditions un petit peu difficiles, en conditions un peu précoces. À éviter évidemment si le sol est déjà sale et surtout si vous êtes en bio, où là vous n'allez pas avoir de moyen de désherber votre sol si vous êtes en semi-direct. Si vous êtes en conventionnel, là vous avez des moyens chimiques de désherbage, mais évidemment pas en bio. C'est plutôt adapté aux conditions sèches, parce que vous ne travaillez pas le sol, vous n'asséchez pas le sol. Simplement, faites attention aux résidus de chaume qui peuvent bourrer aussi dans un semoir à disque, qui peuvent faire un effet sandwich avec la paille coincée dessous. Et donc, du coup, peut-être dans ce cas-là, plutôt moissonner un peu haut pour ne pas avoir moins de résidus de chaume si vous faites ça derrière blé. Exemple que nous a passé notre ami Frédéric Thomas. C'est juste pour la photo, quid de la gestion des pailles derrière blé. En haut, vous avez des couverts végétaux avec des pailles fauchées, moissonnées hautes, et en bas, des couverts végétaux avec des pailles de blé, du coup, moissonnées bas. Donc la coupe, voilà. Donc c'est-à-dire, dit autrement, là, vous avez peu de résidus de chaume qui sont plaqués au sol, et là, vous avez beaucoup de résidus de chaume qui sont plaqués au sol. Et bien, vous voyez, la différence, elle est assez flagrante. Ici, tous les couverts sont beaucoup plus développés, en particulier le radis. Regardez le radis ici qui est bien développé, alors que là, il est microscopique. Tout simplement, ici, vous avez déchaumé et donc vous avez mis beaucoup de paille qui va sur le sol, de la paille qui va consommer beaucoup d'azote pour se décomposer. Donc, évidemment, l'azote qui va vous rester dans le sol, il va vers la décomposition de la paille plutôt que d'aller vers l'alimentation du radis. Donc ça, cette photo est très parlante, mais c'est aussi la mise en place d'un couvert s'anticipe aussi presque dès la moisson en fait. C'est-à-dire comment vous allez gérer votre moisson si vous voulez faire un couvert derrière blé. C'est des questions qu'il faut se poser un petit peu tôt. Et ensuite, Sarah va vous parler de la destruction. Elle va faire fermer la fenêtre parce qu'il y a des gens qui font de la musique dehors. Donc on va avoir un peu chaud, et va vous parler de la destruction des couverts végétaux. Alors, du coup, en 2019-2020, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réimplanté on avait rencontré diverses difficultés, je vais y arriver. Donc, on n'a pas réimplanté de plateforme. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix de suivre des agriculteurs dans leur pratique et d'apporter une petite modalité, une petite variante dans leur pratique, dans leur mode de destruction de leurs intercultures. Donc, du coup, je vais vous présenter ces résultats-là. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la base, on devait récolter, donc, comme ça a été fait précédemment, l'année précédente, en fait, on voulait récolter donc 1 mètre carré et envoyer au labo pour voir un peu le contenu. Mais le Covid est passé par là et au moment de la récolte des intercultures, en fait, on était confinés. Mais par contre, ce qu'on a pu continuer à faire, c'est de faire des suivis de reliquats azotés. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que par rapport aux reliquats azotés, il ne faut pas forcément, il faut pas forcément regarder l'évolution en fait de l'azote, parce que l'azote peut venir de
plein d'endroits différents. Ça peut être de la vie microbienne qui meurt à un moment donné parce qu'il fait trop sec, trop humide, donc du coup, on a de l'azote qui augmente fortement. Ça peut être de la décomposition de notre interculture, mais ça peut être… Enfin, il y a beaucoup de raisons pour qu'il y ait de l'azote. Par contre, ce que nous, on voulait comparer, c'était entre deux modalités exactement identiques. C'est-à-dire que là, en fait, quand il n'y a qu'un seul facteur qui change, on est sûr que ça vient de ce qu'on a pratiqué, quoi. Donc là, dans ce premier essai, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agriculteur a semé courant août un mélange de vesse avoine et donc il a laissé se développer pendant tout l'hiver. Et en fait, au mois d'avril, il y a une partie qui a été pâturée pendant tout le mois d'avril parce que c'est une grande parcelle et que l'agriculteur, enfin c'est son voisin, fait des parcs qui fait avancer progressivement. Donc il y a eu une destruction, on va dire, progressive du couvert. Et l'agriculteur, lui, il a broyé, il a laissé, donc l'éleveur nous a laissé une bande qu'il a laissé se développer jusqu'au début avril. Et l'agriculteur a broyé. Donc d'un côté, il y a eu pâturage, donc on va dire que ça a été pris par les brebis. Et de l'autre côté, ça a été l'ensemble de l'interculture a été retourné au sol. Donc on a fait des reliquats azotés toutes les 3 semaines. Donc on voit qu'au 11 mars, il n'y a absolument rien dans le sol. Dans le broyé et le pâturé, globalement, en fait, on se rend compte que les reliquats sont les mêmes. Donc, ce qui rejoint, puisque début avril, pour l'instant, il n'y a aucune différence dans les pratiques. Donc, ça rejoint l'idée que on est dans le juste, quoi. Il n'y a pas de différence dans la parcelle. Et par contre, à partir du 23 avril, on s'aperçoit que la partie pâturée libère un peu plus. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a 11 unités de plus par rapport au broyé. Comme s'il y avait une légère, et ça se reconfirme mi-août, mi-mai, une légère libération d'azote. Mais en fait, 15 unités, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Au 16 juin, donc un mois après, on voit que le broyé libère un peu plus d'azote que la partie pâturée. Donc on se dit, tiens, ça commence 11 unités, bon, c'est pas grand-chose, on peut se dire que c'est encore statistiquement, c'est équivalent. Par contre, le 6 juillet, donc en début de mois, là, il y a eu 25 unités d'écart. Et surtout, là, on voit qu'on était sur 0,30. En bleu, c'est 0,30. Et en orange, c'est 30,60. Et c'est la somme des deux. Et en fait, à partir du mois de juillet, on a pu faire des reliquats que sur 0,30. Et on voit qu'il commence à y avoir des différences significatives. 25 unités. Donc, du coup, la parcelle qui a été broyée a tendance à libérer un peu plus d'azote que la parcelle qui a été pâturée. Et en fait, fin juillet, donc il y a 2 jours, là, on a été à nouveau faire des reliquats et on s'aperçoit qu'il y a quand même 56 unités d'écart, sachant que les melons, là, c'est des melons qui sont en place, sont en plein développement et qui captent vraiment beaucoup, beaucoup d'azote. Donc, 56 unités d'écart, c'est plus que significatif, quoi. Donc, on se dit que potentiellement, c'est qu'une première année. Voilà, c'est vraiment à renouveler, mais on se dit que pour une première année, on se dit que le broyé peut-être a tendance à libérer un peu plus d'azote lors de la campagne, lors de la campagne qui suit, quoi. Mais à se confirmer, quoi. Surtout que Mathieu n'a pas forcément ses résultats pour l'instant. Mais vous pouvez en toucher 2 mots ou… Non. Non. Après, s'il y a des questions. Après, s'il y avait des questions. Okay. Donc ça, c'est juste une photo pour montrer que quand c'est facturé, c'est facturé. C'est vraiment rare, quoi. Et là, donc, en fait, on voit que le couvert a bien repris malgré. Donc, c'est ce que… Non, ça, pardon. Donc, ça, c'est avant le broyage. Donc, on voit que le couvert, il était quand même relativement joli. Il était presque plus beau à l'automne. En décembre, là, quand je suis passée, il était presque plus beau. Là, l'avoine, alors, je ne sais pas s'il y a de la virose, je ne me souviens plus. S'il y a de la virose ou s'il y a des problèmes de carence azotée, mais on voit que l'avoine, elle a un peu calé, quoi. Oui, juste pour compléter ce que dit Sarah, en fait, ce
que tu montes sur les essais et ce que nous, enfin, sur tes suivis, et ce que nous, on commence à voir aussi sur certains suivis qui confirment un peu ce qui se dit à droite à gauche, c'est que le fait de faire pâturer un couvert, alors peut-être que vous allez, bon, les animaux, ils vont en exporter une partie, donc vous allez en perdre par rapport à un simple broyage. Par contre, vous allez accélérer, c'est exactement ce qu'a montré Sarah, vous allez accélérer la mise à disposition de l'azote. Parce que vous allez transformer via le pâturage des couverts plus ou moins ligneux, peu importe, mais de la matière végétale en bouse qui, elle, va être facilement disponible. Donc, ça peut être intéressant pour donner un coup de fouet d'azote à votre système, notamment dans des systèmes où on a un travail du sol réduit. Là, on a des pistes sur lesquelles il manque encore beaucoup de références, mais on a des pistes à explorer sur la combinaison entre l'élevage, le passage des animaux pour détruire partiellement un couvert et accélérer la fertilité dans des systèmes avec du travail du sol réduit. Après la deuxième destruction qu'on a faite, est-ce que c'est bon? Oui. C'est un agriculteur du coup qui a semé donc alors vers le 20 août un mélange de moutarde de Vesse et après il n'a plus rien touché normal, il a laissé se développer son interculture et après sa pratique habituellement ce qu'il fait lui c'est qu'il broie et en fait il passe un coup de labour et il travaille le sol et particulièrement cette année il m'a dit qu'il avait pas mal travaillé, c'est-à-dire qu'il a fait son labour, après il a fait passer 2 fois la herse rotative et après il a encore passé un coup de déchômeur. Enfin, il y a eu beaucoup de travail du sol et nous la proposition que je lui ai faite c'était d'essayer de garder l'interculture un petit peu plus longtemps. Pour essayer qu'elle se redéveloppe et pour éviter en fait tout ce travail du sol là. Et donc du coup, on a réussi à tenir à ne pas toucher l'interculture jusqu'à la 3e semaine de mars. Et après, il a juste, alors je crois qu'il a broyé. Et après, il a fait un coup de déchômage à dents, donc il n'a pas labouré. Donc déjà, rien qu'au niveau du travail du sol, il y a eu beaucoup moins de travail du sol sur cette partie, sachant que lui, après derrière, il a planté des melons et il m'a dit honnêtement, pour l'instant, il n'a pas vu de différence d'un point de vue implantation des melons, tout ça. Donc c'est vrai qu'il était quand même relativement satisfait de cet essai-là. Et après, pareil, on a fait un suivi de reliquats azotés. Donc, on a commencé au 11 mars. Et donc, on voit que, logiquement, en fait, le labour minéralise un petit peu plus. Et progressivement, alors que l'interculture, il n'y a quasiment pas d'azote qui est libéré. Et pareil, début avril, le labour continue un peu à minéraliser, sachant qu'entre-temps, alors j'ai pas eu les pluies, mais il y a eu pas mal de pluies, donc on peut supposer que nous, on a ce résultat-là, mais on peut supposer que ça a minéralisé, ça a été décivé, ça a continué à minéraliser et qu'on est à 20 unités, quoi. Et après, au 23 avril, donc là, on commence à avoir des gros écarts, c'est-à-dire qu'on a 67 unités d'azote qui est présent dans le sol, mais où il n'y a aucune culture. En fait, il y a vraiment un sol nu. Donc, il n'y a aucune culture pour récupérer tout cet azote qui se minéralise. Et donc, au 14 mai, là, on avait détruit le couvert. Et pareil, toujours une plus forte minéralisation quand il y a eu la bourre que quand l'interculture a été mise en place le plus longtemps possible. Et après, on voit qu'à partir de mi-juin, en fait, il y a une inversion des courbes. C'est-à-dire que, bon, là, on va dire que c'est quitte, parce qu'on se rend compte que 9 unités, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sur ce type de culture, c'est pas énorme quand on voit qu'on est, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on est à des hauteurs de 100 unités de reliquats azotés. Donc, c'est vrai que 10 unités, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, là, au 6 juillet, il y a 40 unités qui sont en plus au niveau de l'interculture. Et fin juillet, il y a une nouvelle inversion. Donc là, ça, pour l'instant, on n'a pas trop d'explications par rapport à ça. C'est peut-être,
une réflexion à avoir quoi, sur comment ça se fait que là, est-ce que l'interculture a libéré tout ce qu'elle pouvait libérer à ce moment-là, donc du coup le labour continue à minéraliser, voilà, voir pour les années à venir si on continue ce type d'essai, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si Mathieu, par rapport à cet essai-là, tu voulais compléter. Là, c'est une photo donc, de cet essai-là. Donc, on voit que la moutarde, elle s'est relativement bien développée, mais que déjà, au mois de décembre, elle est en bout de cycle, quoi. Là, on voit qu'elle est fleurie, mais en fait, c'est la fin floraison, quoi. Et contrairement à ce que j'espérais, moi, je me suis dit que quand la moutarde allait disparaître, la baisse allait prendre le dessus, parce que pour rappel, c'est un mélange baisse-moutarde. Et en fait, pas du tout. La baisse a complètement disparu en janvier. Là, quand on a été faire les prélèvements, il y avait plus du tout de baisse. Donc voilà, la moutarde a pris le dessus, mais après, ça n'a pas suivi, quoi. Le dernier essai qu'on a fait, donc c'est un mélange avoine-moutarde qui a été semé un peu tardivement, donc en 3e semaine de septembre, où l'agriculteur s'est dit finalement ça ne fera pas grand-chose, et je vais juste vous montrer la photo qui est quand même intéressante parce que finalement, lui, qui a semé plus tard que son collègue, parce que pour rappel, le collègue avait semé au 20 août, lui, au 10 décembre, la moutarde est vraiment beaucoup, beaucoup plus jolie, quoi. Elle a bien monté, elle est encore bien en feuille, donc c'est vrai que finalement, c'était intéressant cette année de semer un petit peu plus tard, sachant que comme il n'y a pas vraiment gelé, ça s'est bien, bien développé, quoi. Et après, donc pareil, on a comparé un peu les méthodes. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que dans ses habitudes, il laboure début février et après, il laisse le labour en place, il ne touche plus à rien. Et après, il fait une reprise que mi-juin. Et en fait, là, ce qu'on a décidé ensemble, c'est que au début février, en fait, il a juste broyé, il n'a pas labouré. Et après, il n'a pas travaillé le sol jusque mi-juin et il a repris, comme à son habitude, un décompactage, sans faire de labour. Et donc, pareil, on a fait le suivi des reliquats azotés. Et en fait, on se retrouve un petit peu pareil par rapport à l'essai précédent, c'est-à-dire que dès le mois de mars, on voit que progressivement, le labour libère de l'azote plus que l'interculture qui a été juste broyée. Donc déjà, ça veut dire que juste le fait de broyer, ça libère un peu moins d'azote. Et après, au moment de la plantation, donc qui a eu lieu, lui, ça a été fait tardivement, début juillet, en fait, on s'aperçoit que l'azote, au niveau du couvert, il y a plus de libération d'azote à partir de juillet. Donc, c'est vrai que là, eh ben, l'interculture, ça vaut vraiment le coup de l'avoir broyé et de ne pas avoir touché son sol. En fait, on se rend bien compte que le labour entraîne la minéralisation de l'azote. Ça colle vraiment avec ce qui est dit, mais là, c'est vraiment, avec cet essai, c'est vraiment prouvé, quoi. Et du coup, ça permet d'avoir un couvert, même s'il est broyé tôt, finalement, de libérer de l'azote au moment où vraiment on en a besoin, quoi. Pareil, ça serait peut-être à renouveler l'année prochaine pour être sûr qu'on confirme les résultats, quoi. Juste pour montrer la photo, donc là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un sol nu au 24 mars. Là où ça a été juste broyé, bon, on voit qu'il y a un petit peu encore de présence de matière verte. Voilà, mais c'est juste pour voir cette minéralisation rapide, quoi, de l'azote. Voilà, j'en ai fini pour la destruction. Par rapport au... On verra après si vous avez des questions par rapport à ça. Par rapport aux bonnes adresses, où trouver des couverts, et ben, dans toutes les bonnes adresses du coin, c'est-à-dire à la côte de Port-Calquier, il y a des mélanges, il y a aussi possibilité de faire des commandes. Pareil sur GPS, sur Alpe Sud, Prodia et Arteris.
Il y a aussi Semences de Provence qui fait pas mal de mélanges, qui peut proposer des choses un peu toutes faites. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à discuter avec les agriculteurs qui font leurs propres graines. Et après, qui peuvent éventuellement vous vendre de la graine qui peut ensuite servir pour de l'interculture. Ou à vous faire aussi une partie pro graines. Parce Aussi. que quand on regarde économiquement comment tient la chose, que ce soit au système de ceux qui sont vraiment en agriculture de conservation semi-directe ou ceux qui mettent en place des couverts, la semence de couvert, c'est un coût. Hein. Économiquement, dès qu'on produit une partie de ces graines, alors je dis une partie parce que toutes les graines ne sont pas évidentes à produire, dans l'assolement, ce n'est pas toujours évident de tout produire, il y a des graines qui sont difficiles à produire, évidemment, on diminue le coût économique de l'implantation des couverts et on diminue le risque économique qu'on prend à planter un couvert, parce que vous avez bien compris que dans nos conditions, à planter un couvert, ça a toujours une part de risque. J'ai récupéré la souris. Alors, on a, nous, à peu près fini. On va regarder s'il y a des questions. Ces adresses, est-ce que sont pour les semences bio? Oui. En termes de réglementation, c'est comme les autres semences, il vous faut des semences bio ou non traitées, parce qu'il y a encore beaucoup de régimes dérogatoires. Donc, vous allez aller sur du non traité ou du bio. Mais maintenant, avec le développement et d'une part de la production de semences en bio et d'autre part de la demande des agriculteurs bio, il y a beaucoup de possibilités pour les bio. Il n'y a pas d'autre. J'ai répondu au fil de l'eau. Alors, ce que je vous propose de faire, je quitte ça, c'est de poser des questions. Vous pouvez, alors, soit par le chat, où c'est possible, soit en réactivant vos micros aussi. Alors, soit pour poser des questions sur ce que nous avons dit, je mets ça visible, soit pour réagir aussi ou faire part de vos expériences. On peut prendre 10-15 minutes ou le temps qu'il faudra pour ça. Alors, Clément Doma, je peux poser ma question? Oui, on t'écoute. Alors, tout d'abord, je trouve que cette expérience est super sympa et j'espère qu'elle se renouvellera et que tous les tests que vous avez mis en place, etc., vont pouvoir perdurer et dans le temps nous donner encore plus de chiffres, je dirais, très précis par rapport à chaque département, parce que rien que dans notre région, les climats sont tellement différents que les climats et les terres sont tellement différents et différentes que du coup, ça demande, je pense, un gros travail des chambres d'agriculture. Par contre, ma question, elle est toute bête. C'est que vous venez de dire que on peut récupérer la semence de ces couverts, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'à attendre la semence, on n'y perd pas en productivité, que ce soit d'azote et d'autres ouais. En fait, oui, c'est une très bonne question. À partir du moment où vous récoltez, vous allez, notamment des légumineuses, vous allez exporter de l'azote hors de la parcelle parce que vous allez récolter des grains qui vont être riches en azote. Donc, effectivement, quand vous allez récolter, mener une févrole à bout ou une veste au bout, vous allez récolter des graines qui vont être riches en azote. Donc, après, le reste que vous allez broyer au sol va être forcément moins riche en azote parce que vous allez exporter beaucoup d'azote. Mais en fait, il ne faut pas l'envisager comme ça. Si vous le faites, il faut envisager de dire je vais faire des couverts végétaux, de veste, de machin, de trucs. Et par contre, il y a une petite surface pour laquelle je vais les mener à bout et je vais passer la floraison du couvert et je vais aller jusqu'à la récolte de la graine. Parce que sinon, donc il faut vraiment dédier des surfaces à ça. C'est comme ça que font les agriculteurs, c'est qu'ils vont dédier une partie de leur surface à la production de couverts végétaux. Parce que sinon, quand vous avez un couvert végétal en place, l'objectif, c'est surtout pas d'aller jusqu'à la formation de la graine, parce que si l'objectif, c'est de ne pas récolter, parce qu'après, vous allez avoir du ressemis de votre couvert qui va sans doute vous gêner les années d'après. Alors, ça dépend des systèmes, etc. Là, je parle en système comment dirais-je, où il y a de la rotation de culture. Si vous êtes en système permanent, vous mettez des couverts dans les lavandes, dans les arbres, vous pouvez vous permettre à la limite d'avoir des ressemis, ça va donc des graines qui vont tomber au sol,
ça va vous faire partie du couvert de l'année d'après. Et sinon, l'objectif, c'est de ne pas aller jusqu'à la graine et donc de s'arrêter à floraison. Floraison, on est souvent au maximum de production de biomasse de beaucoup de couverts et notamment en termes d'azote. Après floraison, il y a beaucoup moins d'enrichissement d'azote dans votre système. Et après, par rapport aux intercultures, en fait, finalement, ils germent ce qui germe. Et donc, du coup, c'est vrai que, par exemple, nous, je vois que dans la première année, dans les mélanges, c'est ce que je disais, par exemple, on a fait moutarde Abyssinie et je ne sais plus quelle légumineuse. Heureusement qu'on n'a pas récolté pour le couvert suivant. Parce qu'en fait, on aurait eu que de la moutarde. On ne se serait retrouvé plus qu'avec de la moutarde d'Abyssinie, finalement, dans notre mélange. Et c'est vrai, quoi, il vaut mieux peut-être dédier des surfaces vraiment, quitte à s'arranger entre producteurs, quoi. Bah, tiens, toi, tu fais la moutarde et moi, je fais je sais pas quoi, la veste qui se fait bien. Mais ouais, non, on ne peut pas ressemer l'interculture de l'année précédente parce que c'est toujours un peu la surprise, quoi. Tout à fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partage d'expérience aussi, hein, ça peut être ça aussi, de ce que vous avez fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Alors, il y avait une question tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a une réponse sur les densités de semis. Ah voilà, Pierre a répondu. Sur les densités de semis du couvert qu'on vous a montré, qui était celui-là. Si on le voit, voilà. Qui était celui-là. Donc, donc il y avait un fond de luzerne, hein, qui restait dans le sol. Hein. On est sur des techniques qui sont encore assez expérimentales, hein, mais de laisser la luzerne vivante dans des systèmes bio et de jouer, entre guillemets, avec cette luzerne vivante pour faire la couverture du sol et pour faire une partie de la nutrition azotée de notre système. Ce qui se fait déjà beaucoup en semi-direct sous couvert végétal conventionnel, où ils ont des systèmes de semi-direct sous couvert vivant. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc là, on l'a fait en bio. Et comme c'était une luzerne, un blé qui a été mis en place après, avec un travail du sol, on va dire, assez superficiel, la luzerne qui est repartie dans le blé, mais qui n'a pas concurrencé le blé, parce que c'était un blé haut en paille et la luzerne est repartie de manière modeste. Une fois que le blé a été moissonné, la luzerne a eu de la lumière, elle a pu un peu se redévelopper. Mais comme l'agriculteur, donc Pierre, comme Pierre jugeait que c'était un peu faible en biomasse, qu'avec la luzerne, il y avait des trous, il y a eu un sursemis de couvert végétal annuel dans cette luzerne. Et le couvert végétal annuel, c'était de l'herse à 25 kg, de l'avoine à 30 kg et du radis à 4 kg. Voilà la stratégie, c'est-à-dire que vous pouvez être très opportuniste en fait quand vous mettez en place des couverts végétaux. Vous pouvez, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez boucher des trous. Voilà, il y a plein de techniques comme ça. Il y a plein de recherches aussi sur ces techniques qui se mettent en place. La recherche chez les agriculteurs, hein, il y a beaucoup d'agriculteurs qui testent plein de choses là-dessus, qu'on va d'ailleurs tester dans un GI2E qu'on a monté sur ces questions-là récemment. Après, c'est des techniques compliquées sur comment on régule la luzerne, etc. Question de Martine Brunet-Vézian. Pour la lavande ou le lavandin ou la sauge, quel type de couvert utiliser, combattre les adventices et le ruissellement? Alors, est-ce que tu veux répondre? Je réponds. Est-ce que c'est pour avant une plantation ou alors c'est sur de l'interculture pour la lavande, lavandin? C'est un peu deux choses différentes. Si on part sur une interculture, ça dépend un peu du précédent. Ça dépend aussi de l'altitude, parce que c'est vrai que lavande, lavandin, après, n'importe quel couvert qu'on a vu là, ça peut fonctionner, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être que baisse avoine, c'est une valeur sûre, donc on peut partir là-dessus, ça couvre bien tout ça. Après, les crucifères, ça dépend un peu de l'altitude où on est, quoi. Et après, si c'est sur de l'interculture, sur de l'intervent, on fait pas mal d'essais sur lavande, lavandin, sur des couverts sur l'intervent. Si c'est pour la première année, une céréale, ça fonctionne bien. L'avoine, on sait que ça fonctionne bien. On a essayé le petit épeautre aussi. Il faut bien semer uniquement sur les 60 cm. Il faut
pas aller au-delà, surtout en bio, où après on va vraiment avoir des problèmes de maîtrise de ce couvert-là sur l'interrang. Et après, si c'est sur de la culture plus pérenne, un couvert sur l'interrang qui aurait une tendance plus pérenne, on avait fait des essais de minettes lotiers qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. En fait, on a fait un mélange lentilles-minettes-lotier et en fait, il n'y a que le lotier finalement qui ressort. Mais il n'a pas l'air du tout de concurrencer la lavande parce que la grosse difficulté, c'est ça, c'est de faire des concurrences vis-à-vis de la lavande. Il faut être très méfiant sur les mélanges, trop de mélanges. Il y a des choses qui ont été faites avec beaucoup de mélanges d'espèces différentes et en fait, ça fait trop de concurrence par rapport à la lavande. Voilà, en gros, sur la culture interrang. On peut en discuter plus longuement si ça vous intéresse. Je vais vous montrer quelque chose à ce propos, il faut juste que je le retrouve. Par exemple, les trèfles sur de la culture interrang, on déconseille parce que le trèfle a vraiment tendance à gagner, quels que soient les trèfles. On a essayé plusieurs trèfles. Ça a tendance vraiment à gagner le rang et donc c'est vraiment pas très positif comme expérience, quoi. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Mais après, honnêtement, en interculture, entre par exemple une céréale et une plantation de lavande-lavandin au mois de décembre ou en mars, ça dépend un peu de où est-ce que vous êtes situé, il n'y a pas grand-chose qui a été essayé. C'est plutôt pour l'instant du couvert sur de l'interrang plus que de l'interculture. Et c'est vrai que ça serait des choses hyper intéressantes, c'est-à-dire être sûr qu'on puisse détruire le couvert sans qu'il y ait de concurrence avec la lavande. Et juste pour finir, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est que souvent la lavande est plantée dans des parcelles qui sont un petit peu difficiles. Et donc, du coup, est-ce que vraiment l'interculture peut se développer? À voir, quoi. Je te laisse, Mathieu. Non, mais c'est très bien ce que tu as dit. Juste pour compléter, voilà des essais qu'on fait chez Yann Sauvert à Saint-Jurs, c'est sur le plateau de Valençol, de semis de couverts dans des lavandes. Donc, on a une plateforme de couverts végétaux qu'on fait notamment avec le crier pas, avec différents couverts végétaux dans des lavandes. Donc, ça a été implanté dans des lavandes qui étaient de l'année, donc qui venaient d'être implantées. Donc, des lavandes qui ont dû être implantées en février 2019. Un couvert végétal qui a été implanté en mars 2019. Alors, il y a différentes choses, mais le principe qu'on essaye et dont on mesure les effets sur le sol, sur les rendements de lavande, etc., ce qu'on essaye, c'est d'avoir des mélanges de couverts annuels et pluriannuels dans l'interrang de la lavande. Donc, alors pourquoi ça? Parce que l'idée, c'est que la lavande, ça a des configurations spatiales quand même assez particulières avec des interrangs. Vous avez vu que c'est compliqué de semer des couverts végétaux tous les ans chez nous avec le climat. Donc, quitte à semer un couvert végétal, si on peut semer un couvert végétal qui va rester en place plusieurs années, c'est mieux parce que voilà, il va être implanté, plus résistant à la sécheresse, il sera déjà implanté l'année d'après. Et donc, du coup, on peut par exemple envisager du sainfoin parce que le sainfoin, on sait que c'est une plante qui pousse à peu près bien dans des systèmes, dans des conditions méditerranéennes. Sauf que si on implante un sainfoin seul, la première année, même si on implante au printemps, là, il ne va pas faire beaucoup de biomasse, ça risque de se salir, exactement comme une parcelle de sainfoin classique. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le sainfoin, on a mis de l'herse. L'herse, qui est la petite légumineuse que vous avez vue tout à l'heure. Et c'était intéressant parce que l'herse, alors je ne sais pas si cette photo-là ne serait pas plus adaptée. Voilà. En gros, ce qu'on a vu, c'est qu'au tout début, donc 2 ou 3 mois après la plantation de ce couvert, il n'y avait pas de sainfoin et l'herse occupait tous les trous, enfin, occupait l'espace. Et qu'après, l'herse, elle a périclité un petit peu. Et à l'automne suivant, donc automne 2019, là, il y avait déjà une proportion de sainfoin et d'herse beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire que le sainfoin s'était développé et l'herse avait bouché les trous du sainfoin par ressemis, puisque l'herse, elle va être mûre à peu près au mois de juillet. Donc, hop, on l'a laissé regrainer. Et donc, hop, il y avait une bonne occupation, une bonne complémentarité de l'espace entre l'herse et le sainfoin. Et là, aujourd'hui, on est dans des choses comme ça. Aujourd'hui, ça, c'est une photo de… Donc, ça s'affiche. C'est une photo d'avril de cette année. Donc, on est à 1 an après l'implantation du mélange. Vous voyez qu'on voit quasiment que le sainfoin, il n'y a plus d'herse. Mais on a réussi à maintenir une couverture végétale à peu près constante
Voilà, c'était l'objectif. Maintenant, on va en mesurer les effets sur le rendement. Et là, on est dans des pratiques assez particulières de l'agriculteur qui fait aussi broyer le couvert végétal pour le réguler par des brebis. Donc, il a acheté un troupeau dans cet effet-là, donc pour essayer de réguler le couvert végétal. Pour compléter un petit peu ce que dit Mathieu, ouais, j'ai réessayé de rouvrir, mais en fait, c'est très bruyant quand même. Pour compléter ce que dit Mathieu, c'est que nous, on avait des craintes par rapport au Saint-Foin parce que c'est quand même quelque chose, une espèce qui est très bien adaptée. Et on avait peur en fait qu'il y ait une grosse concurrence avec la lavande. Et on a fait un essai donc, en altitude à 1000 mètres, parce que là, donc, c'est sur le plateau de Valençol, nous, on était plutôt sur le plateau d'Albion. Et en fait, pour essayer de calmer le Saint-Foin, mais pas trop, en fait, ce qu'il a fait, l'agriculteur, c'est de le broyer, entre guillemets, juste une fois. Et donc, du coup, ça évite d'inciter un peu trop son développement. C'est-à-dire qu'il s'est développé, mais pas trop non plus. Alors que si on coupe trop régulièrement, d'une part, apparemment, vraisemblablement, d'après la vidéo, ils font pas mal de racines. Mais en plus, ça fait vraiment plus de concurrence vis-à-vis de la vente. Après, il faut peut-être essayer du Saint-Foin simple, aussi des Saint-Foin à une coupe qui peuvent être intéressants à essayer. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou partages d'expérience sur… Ah, je n'ai pas vu la question. Après l'implantation de la lavande, est-ce que ça a été… peu de temps après, 2-3 mois après peut-être. Il y a d'autres techniques. Il y a des agriculteurs qui implantent une lavande en strip-till dans un couvert déjà développé. Donc, ils ont un Saint-Foin parce que ça tombe bien dans leur rotation, etc. Et ils vont aller implanter le couvert végétal en strip-till dans le Saint-Foin. Alors, ça demande du machinisme. Enfin, on pourrait y repasser 2 heures. Hein. Ça demande du machinisme spécial adapté, mais ils ont déjà le couvert en place. Ça se fait. Vous avez des agriculteurs qui font ça sur le plateau de Valençol. Donc, si ça vous intéresse, moi, je pourrais vous nous envoyer un petit mail. Et puis, on peut vous donner les coordonnées de ces agriculteurs. C'est très intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Mais globalement, ce qui se pratique, on va dire, c'est souvent plantation de lavandin et enfin, pour ceux qui sont un peu en altitude et qui plantent au mois de février-mars, souvent c'est plantation et semis direct de l'interculture, de l'interrang, de la culture interrang. Ou alors, ce qui peut se faire aussi, parce que c'est vrai que les semis de printemps, s'il ne pleut pas trop, c'est un peu compliqué. Si ce n'est pas pour lutter contre le dépérissement, il y a encore possibilité de semer à l'automne. C'est-à-dire que vous plantez vos lavandes au mois de mars et après vous semez votre culture interrang à l'automne suivant. Et pareil pour tous ceux qui plantent au mois de novembre, décembre, là, c'est encore mieux parce que ceux qui plantent au mois de mars, ils ont un peu moins de chances d'avoir les pluies, alors que ceux qui plantent au mois de novembre, décembre, il est tout à fait possible de semer au printemps, mais début du printemps pour être sûr d'avoir les pluies du printemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Voilà, merci de rien, Marie-France. Bon, si manifestez-vous si vous avez des dernières questions. Sachant que, donc, je vous le redis, mais ce diaporama, on va vous le mettre à disposition. On a enregistré la conférence, donc elle sera aussi visible si vous voulez la revoir ou la partager, ou pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Voilà, c'est un format qu'on a testé parce que on sait que le mois de juillet, il n'y a pas trop assez difficile d'avoir de la disponibilité. Ça nous a permis de vous connecter d'un peu partout là. Et puis que sur la question des couverts, peut-être en conclusion, on peut dire ça. Sur la question des couverts, ce qui marche, c'est la réactivité. C'est-à-dire que ceux qui font les plus beaux couverts ou qui réussissent le mieux ces systèmes avec couverts sont ceux qui sont très réactifs. Vous avez compris qu'on a, vous le savez, hein, on a un climat très, très compliqué, très aléatoire. Donc voilà, c'est la réactivité, l'opportunisme qui va faire la réussite de la chose. Donc d'avoir le sac de semences prêt, soit acheté, soit produit comme vous voulez, mais d'avoir les sacs de semences pas trop loin en fonction de la météo, surtout si vous n'avez pas l'irrigation.
de dire, bah, tiens, voilà, là, je vais aller semer mon couvert végétal. Tous les agriculteurs qui sont un peu férus et habitués de ces techniques-là, ils fonctionnent de cette manière. Voilà. Et puis, évidemment, on en a parlé un peu, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre petit point. La complémentarité avec l'élevage est intéressante. Et après, on a parlé là plutôt des couverts en interculture parce que c'était l'objectif. Hein. Mais on pourrait parler de plein de manières de faire des couverts végétaux. Et puis, si ça vous intéresse, on le fera. Notamment en céréales, l'association entre des couverts végétaux et des cultures, des choses qu'on teste un petit peu partout chez des agriculteurs, dans des lycées agricoles, ou même l'association de cultures qui aussi peut répondre à beaucoup de services qu'on a essayé, des blés avec des lentilles, c'est ce que fait la coopérative GPS, des blés avec de l'air, c'est ce que fait Pierre Albouy là, qui est autour de la table. Donc, il y a pas mal de choses à tester et on commence à acquérir un peu tous ensemble à la Chambre, à Rallis, les coopératives, le CRIEPAM, les lycées agricoles, acquérir pas mal de références dans nos climats si particuliers. Et donc, l'enjeu, c'est de continuer à acquérir ces références-là. Donc, si vous souhaitez faire des essais, essayer, vous lancer dans les couverts végétaux et que vous souhaitez de l'appui pour ça, on peut évidemment, ou la Chambre ou Agribio, répondre à vos préoccupations, à vos questions pour vous aider en fonction de ce qu'on a vu ailleurs, en fonction des expérimentations qui ont été faites, en fonction de ce que font les agriculteurs. On peut vous aiguiller là-dedans pour mettre le système et après, on peut venir suivre la chose pour acquérir des références. L'objectif, c'est au plus on va acquérir de références dans plein de conditions différentes, dans plein de systèmes différents, avec des objectifs différents, des bio, des pas bio, de l'élevage, pas de l'élevage, de l'irrigation, pas de l'irrigation, des systèmes à grande surface, des systèmes à petite surface. Au plus on va réussir à acquérir la référence dans tous ces systèmes-là, au plus on va mettre tout ça dans un pot commun pour tous les agriculteurs et ça va servir à tout le monde. Donc c'est ça l'objectif aussi de ce genre de programme. Et tout ce qu'on vous a montré là, ou quasiment tout ce qu'on vous a montré, c'est des essais chez des agriculteurs qui sont intéressés de tester, d'essayer, de comprendre ce qui se passe, parce que ça c'est important aussi de comprendre pourquoi ça marche, mais de comprendre aussi pourquoi ça marche. Souvent quand ça marche, on ne se pose pas la question, on se dit ah, c'est très bien, ça a marché, mais on ne se pose pas la question de pourquoi ça a marché ou pas, et donc de juger un petit peu les potentialités des systèmes et surtout de partager tout ça pour que ça fasse avancer tout le monde. Voilà. L'objectif de tous les programmes un petit peu qu'on monte sur ces questions-là et puis de ces temps d'échange. Je vous propose de clôturer s'il n'y a plus de questions. Juste un merci à Mathieu qui a l'initiative de ce webinaire et un merci aux agriculteurs aussi qui nous permettent de suivre ces essais et de ne pas les détruire ou de nous dire quand ils font des trucs. Donc voilà, merci. Et merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces essais. Donc, il y a au-delà des gens qui ne sont pas visibles ce soir, il y a tous les stagiaires qui sont passés par là, qui continuent d'œuvrer pour ça. Et puis tous les partenaires, les instituts techniques. Il y a une très bonne synergie sur ces questions-là localement, donc il faut en profiter. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bon, alors du coup, on vous souhaite un bon semis de couvert. Et puis voilà, vous nous raconterez comment ça se passe. Et puis si vous voulez encore une fois plus de précision, et vous n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à nous appeler, vous avez nos coordonnées. Voilà, merci. On clôture là comme ça. Et puis à bientôt. On va reproposer, si ça vous a plu, on reproposera des petits webinaires comme ça, sous cette forme-là. Bonne soirée. C'est drôle de faire un retour. Attends. Ils sont sympas, là, ils sont moyens.